Comment on peut faire pour s'assurer que nos nouveaux administrateurs prennent connaissance et soient sensibilisés à l'importance de ces 3-4 documents-là? Bien, en fait, moi, dans la pratique, ce que je fais avec mes clients, c'est qu'on fait une rencontre avant. On leur soumet pas, on leur envoie pas juste le lien, voici le lien d'accès au guide des administrateurs. Là. On prend un moment avec eux, puis on leur explique le contenu, puis on leur demande de prendre connaissance. Bonjour à tous, je suis Stéphane Parent, le dirigeant d'Espace OBNL. Aujourd'hui, dans notre capsule vidéo, on va traiter d'un sujet qui touche pas mal tout le monde. Pas mal tout le monde a des conseils d'administration. Fait qu'on va parler de politique et de documents qui entourent les rencontres de conseils d'administration. C'est la troisième capsule d'une série de 4 où on va parler des documents administratifs qui entourent la gestion, le déroulement des CA. Cela, on va parler plus précisément du guide de l'administrateur, du code d'éthique, de la déclaration d'intérêt et de la politique de confidentialité. Avant de commencer, un petit rappel pour vous indiquer qu'on apprécie toujours grandement quand vous nous donnez un petit pouce en l'air ou vous mettez des commentaires dans les différentes capsules sur YouTube. Ce que ça produit, ça nous aide à obtenir un meilleur référencement, puis ça expose les autres gestionnaires ou les autres dirigeants d'OBNL au contenu gratuit qu'on produit. Pour parler de ces documents de gouvernance, je reçois Lynn Major, qui est la présidente directrice générale de Service Pelletier-Gosselin. Bonjour, Lynn. Bonjour, Stéphane. Ça va bien? Très bien. Écoute, Lynn, peut-être rapidement pour ceux qui n'auraient pas écouté les 2 autres capsules ou qui ne te connaîtraient pas, pourquoi tu viens nous parler de ça, les documents de gouvernance? En fait, tu veux que je présente SPG, c'est ça? Je veux que tu me dises tout ça. OK. Bien, Service Pelletier-Gosselin existe depuis bientôt 40 ans. Donc, nous, on est une firme de gestion d'OBNL. En fait, on offre des services de secrétariat partagé, soutien administratif à des organismes à but non lucratif. Donc, on accompagne le conseil d'administration. On accompagne également, en fait, les comités et on offre le service de gestion des membres, prise de minutes, tout ce qui est de documentation dans une OBNL, toute la gestion et soutien administratif. Donc, moi, j'y suis depuis bientôt 27 ans là, dans l'organisation. Donc, les documents dont on va parler, tu en as rédigé quelques-uns, je pense, hein, c'est ça? Quelques-uns, oui. Quelques-uns. Tu sais que pour bien fonctionner, un conseil d'administration doit s'assurer d'avoir une série de politiques spécifiques à sa gouvernance. Ce n'est pas nécessairement des documents complexes, mais ces documents-là demandent d'être pris au sérieux, d'être compris, puis surtout d'être implantés assez rapidement. L'idéal aujourd'hui, ce qu'on veut obtenir, c'est que peut-être que vous les avez, ces documents-là, peut-être que vous ne les avez pas. Donc, si vous ne les avez pas, je vous invite à les mettre en place. Vous allez trouver plusieurs de ces documents-là. Je pense entre autres au code d'éthique, je pense à la politique de confidentialité. Vous allez en trouver des copies dans la section boutique, dans le répertoire des templates en français ou des gabarits qu'on appelle en français aussi. Donc, on va parler principalement, Lynn, du guide de l'administrateur, du code d'éthique, de la déclaration d'intérêt et de la politique de confidentialité. On va se limiter à ces 4 documents-là pour les fins de la discussion aujourd'hui. J'aimerais ça que tu m'expliques ces 4 documents-là, pourquoi ils sont importants. Bien, d'abord, le tout premier, si l'organisation n'a pas celui-là, il faut qu'elle s'empresse de le mettre en place, c'est le code d'éthique. Code d'éthique pour les administrateurs, entre autres. Donc, le code d'éthique, ça le dit, c'est un code qui régit des comportements ou en fait qui prévoit des comportements qu'on ne veut pas d'un administrateur d'OBNL. Donc, ça vient aussi avec la politique de confidentialité qu'on va voir un petit peu plus tard, mais le code d'éthique, c'est vraiment celui qui dit ce qu'on s'attend d'un administrateur quand il administre l'OBNL, son comportement, ses agissements et sa façon de traiter l'information. Je dirais même que le code d'éthique devrait être aussi signé par tous les employés avec une version adaptée aux employés, là, mais ça prend une version. Parce que très souvent, on en met un en place pour le CA, mais les employés ne le remplissent pas. Puis, je vais même aller un petit peu plus loin. Les bénévoles qui ont des charges, donc qui sont responsables soit de dossiers ou soit qui sont responsables de supervision, devraient aussi signer ce fameux code d'éthique-là. Je pense que c'est important.
Après ça, le Oui, code... comme je le mentionnais, c'est juste, je mentionnais celui des administrateurs, mais effectivement, tu as tout à fait raison. Moi, ici, dans l'entreprise, les employés ont un code d'éthique qui rédige, qui signe, pardon, puis que également le conseil d'administration en a, les membres de mes conseils d'administration en ont un. Tu as brièvement parlé de la politique de confidentialité. Mm-hmm. Tu veux-tu nous en dire un peu plus sur pourquoi? Bien, une politique de confidentialité, c'est toute l'information qui est traitée à l'intérieur d'une organisation. Donc, ça aussi, c'est à plusieurs niveaux. Tu en as une pour les administrateurs, donc tout ce qui se dit en CA. Des fois, c'est intégré aussi dans le code d'éthique. Il y en a qui le font, qui le mettent dans le code d'éthique également. Politique de confidentialité ou entente de confidentialité, on entend ça aussi souvent. Donc, ça peut arriver des fois, moi, que dans mon travail où je vais voir des mandats externes, des gens qui me demandent de regarder leur statut et règlement, je leur dis, moi, je peux vous signer une entente de confidentialité, donc je m'attends. C'est-à-dire que je m'engage à ne pas divulguer l'information qui se trouve dans tel dossier. C'est un peu ça l'entente de confidentialité. Ça va aussi pour les bénévoles, ça va aussi pour les employés, la direction générale. Peut-être un élément important là, pour ceux qui nous écoutent et qui ont des représentants de parties prenantes. Donc, disons, quelqu'un qui est envoyé par une ville ou par un bailleur de fonds qui vient siéger sur votre conseil d'administration. Il faut vraiment faire attention que l'information s'en aille pas du côté, justement, de l'organisme qui a délégué la personne. Des fois, ça peut créer des conflits. Puis la politique de confidentialité, dans certains cas, on va peut-être souligner certains aspects quand on a ce type d'administrateur-là, où des fuites d'informations pourraient être des enjeux assez stratégiques là aussi. La déclaration d'intérêt, elle. Déclaration d'intérêt, c'est vraiment un document important. En fait, il y en a beaucoup qui l'appellent politique de conflit d'intérêt. La déclaration d'intérêt, c'est vraiment que chaque administrateur doit déclarer s'il y a un intérêt quelconque avec un bailleur de fonds, avec un fournisseur, avec un partenaire financier ou autre. Donc, c'est vraiment l'obligation de l'administrateur de divulguer toute forme de conflit d'intérêt apparent ou à venir dans certaines situations. Par exemple, moi, j'ai des conseils d'administration qui donnent des accréditations. Donc, ça arrive des fois que la personne au conseil d'administration, c'est une de ses employés qui vient de faire la demande d'accréditation et cette personne-là doit déclarer son intérêt, doit déclarer ce qui est en conflit d'intérêt, qu'elle ne peut pas voter, doit se retirer aussi du conseil d'administration. Donc, ça, on le fait signer annuellement à tous les ans, même si la personne est mandatée pour 2 ans. Tu vois, il y a je vois la pratique où c'est fait à chaque rencontre aussi. Où c'est, je le vois de plus en plus, là, où on demande s'il y a des choses qui ont changé. C'est intéressant. Oui, on demande aux administrateurs, est-ce qu'il y a des choses qui ont changé qui pourraient, à cette rencontre-ci, ou par rapport à l'ordre du jour, est-ce qu'il y a un sujet dans l'ordre du jour qui pourrait représenter conflit d'intérêt? On distribue le document, c'est re-signé en fonction. Puis peut-être pour ceux qui nous écoutent, un autre petit élément là, que je rajouterais, le Code civil prévoit que la gestion du conflit d'intérêt, c'est une responsabilité qui appartient à l'individu. Fait qu'ils ont l'obligation de déclarer leurs intérêts. Ce n'est pas nécessairement l'organisme qui a l'obligation, c'est vraiment l'individu qui a l'obligation. C'est l'individu, oui, tout à fait. Fait que ça c'est important, une fois qu'on le comprend, de mettre les mécanismes en place pour diminuer, parce qu'on ne peut pas l'empêcher, on ne peut pas complètement l'abolir, le conflit d'intérêt ou l'apparence de conflit d'intérêt, mais on peut le diminuer. Puis la déclaration d'intérêt fait partie de ça. C'est une question de gestion de risque, tu sais, c'est de l'analyse de risque et de la gestion de risque. Oui, puis l'éthique en général aussi, là, parce que dans certains cas, on va utiliser les mêmes mécaniques de gestion de l'éthique puis gestion de l'intérêt de plus en plus. Là. Il y a aussi le guide de l'administrateur qui est un document important. Là. Voudrais-tu nous en dire un petit peu plus sur ce que c'est et ce que ça contient? En fait, le guide, c'est une série de documents qu'on retrouve soit en cloud ou encore, il y en a qui l'ont encore peut-être du papier là, sous forme de cartable. Mais ce qu'on retrouve dedans, c'est les statuts et règlements, copie des états financiers, les règlements généraux, je l'ai dit, également les procès-verbaux. Et les lettres patentes. Ce qu'on a aussi, c'est une copie du tableau de bord, des politiques essentielles, une copie du code d'éthique, tous ces documents qui servent à un administrateur pour bien faire son travail d'administrateur, pour bien
incarner son rôle et ses responsabilités là, au niveau du conseil d'administration. C'est à ça que ça sert un guide des administrateurs. On vient de parler de 4 outils un peu rébarbatifs. Ça reste de l'administratif. Souvent, les gens sont plus là pour la mission que pour l'administratif. Comment on peut faire pour s'assurer que nos nouveaux administrateurs prennent connaissance et soient sensibilisés à l'importance de ces 3-4 documents-là? Bien, en fait, moi, dans la pratique, ce que je fais avec mes clients, c'est qu'on fait une rencontre avant. On leur soumet pas, on leur envoie pas juste le lien. Voici le lien d'accès au guide des administrateurs. Là. On prend un moment avec eux, puis on leur explique le contenu, puis on leur demande de prendre connaissance. Et puis souvent, il y en a qui vont dire, ben écoute, je signe une lettre d'engagement comme quoi je l'ai lu, j'en ai pris connaissance, puis que j'en fais mon outil de gestion. Là. Donc, il y a des façons de faire, il y a des pratiques à mettre en place qui peuvent être intéressantes. Chaque organisation pourrait faire la sienne, mais moi, je trouve que d'intégrer, parce qu'un administrateur, c'est pas tout le monde qui sait comment ça se passe dans un conseil d'administration, c'est quoi son rôle et responsabilités. Donc, il y a des formations aussi qui se donnent à ce niveau-là. C'est toujours intéressant que le conseil d'administration qui est en place invite ces nouveaux administrateurs soit à suivre cette formation-là, ou des fois juste la remettre aussi à tout le monde pour que tout le monde soit au même niveau, ça peut être intéressant. Mais de faire une rencontre avec les nouveaux administrateurs pour leur expliquer c'est quoi leur rôle et responsabilités et aussi introduire le guide de l'administrateur, ça peut être intéressant. Oui, puis tu sais, ça reste une responsabilité aussi du comité de gouvernance de s'assurer que les documents existent, qu'ils sont à jour et que les membres du conseil d'administration sont vraiment conscients de leur utilité, là. Puis je trouve ça intéressant qu'on soit conscient que oui, le DG peut nous aider dans cette rédaction-là, mais ça reste une responsabilité de gouvernance. Et donc, associé au comité de gouvernance, je pense qu'il y a une partie de la responsabilité de la lecture qui vient justement aux administrateurs entre eux là, à ce niveau-là. Ça fait partie de leur rôle. Là. Tu viens t'asseoir au CA, ben, tu dois prendre connaissance des outils qui existent, puis tu dois les lire là, pour en prendre connaissance. Lynn, ça a été très rapide, c'est parfait, c'est ce qu'on voulait, juste vous sensibiliser au fait que ces documents-là existent, que vous devriez en prendre conscience. Et je sais que toi, tu les représentes dans tes formations. Moi, j'en parle dans mes formations en gouvernance aussi. Comme je vous disais, les documents, il y en a plusieurs là-dedans qui sont disponibles dans la section des gabarits sur notre site Internet. Je vous invite à les consulter et commencer à les intégrer dans vos pratiques de gouvernance et vos pratiques administratives. Un gros merci encore, Lynn, pour ce petit rappel important. J'espère que vous avez apprécié et je veux vous souhaiter une bonne fin de journée. À la prochaine.